Aujourd'hui, on va parler de la prise en charge de la claudication intermittente des membres inférieurs et en particulier, on va s'intéresser aux appropriate use criteria. Je vais vous expliquer un peu plus par la suite ce que c'est. Et l'étude que je vais vous présenter est une étude de validation. Donc, il s'agit de cet article-là qui a été publié dans The Journal of Vascular Surgery en janvier 2026. Et donc, c'est une étude de validation des critères d'utilisation appropriés dans la prise en charge de la claudication intermittente des membres inférieurs qui a été établie par la Société de chirurgie vasculaire. Donc, comme vous le savez tous, la claudication intermittente, c'est une manifestation qui est fréquente de la OMI. C'est rarement une menace pour la survie du membre, mais ça peut vraiment altérer profondément la qualité de vie des patients. Actuellement, on sait qu'il faut, avant de revasculariser un patient, s'assurer qu'il a un traitement médical optimal, qu'on a vraiment limité les facteurs de risque cardiovasculaire, qu'ils arrêtent le tabac s'ils sont motivés. Et ensuite, on peut discuter de revascularisation. Donc, qu'est-ce que c'est que ces appropriate use criteria? En fait, contrairement, les guidelines, c'est plus des recommandations qui sont globales, et alors que les appropriate use criteria, ça a été établi afin d'avoir une aide à la décision au cas par cas et vraiment personnalisée par rapport au patient et qui va permettre au chirurgien de décider si on va revasculariser ou non en claudiquant. Donc, l'étude que je vais vous présenter va permettre de voir si ces critères sont appropriés, s'ils sont valides, si on peut les utiliser dans notre pratique clinique. Donc, la méthode, c'est une étude qui est rétrospective, qui va aller étudier des données entre 2005 et 2024, qui est multicentrique sur 7 centres aux États-Unis. On va inclure donc des patients qui ont consulté un chirurgien vasculaire et qui correspondent au profil auquel s'appliquent ces AUC. Donc, c'est-à-dire globalement, on va s'intéresser seulement aux patients qui ont une AOMI de stade 2. S'ils ont une ischémie critique, on n'en parle pas. Ces critères ne s'appliquent pas. Il faut que les symptômes durent depuis plus de 3 mois et il faut qu'ils aient eu un traitement médical optimal avant. Donc les experts vont vont regarder le dossier médical, ils vont extraire des données à partir du codage et ils vont ensuite exclure les patients s'il manque des informations pour savoir si on peut appliquer ces critères ou non. Et ils vont également exclure les patients si on ne sait pas s'ils ont eu une amputation ou non. Donc, comment ça fonctionne? Donc, il y a 2 experts qui sont aveugles duquel viennent ces données et aveugles du résultat de l'intervention, qui vont étudier les données de plein de patients. Ensuite, en fonction des critères des AUC, ils vont pouvoir classer chaque prise en charge comme étant soit euh, ayant un bénéfice supérieur au risque, comme ayant un risque supérieur au bénéfice ou comme étant indéterminé. Donc, ils ont ces patients-là, en fonction des critères des AUC, ils vont dire c'est approprié par rapport aux AUC ou c'est inapproprié. Et par la suite, on va aller comparer les groupes et voir si les outcomes sont meilleurs ou non. Je prends des études rétrospectives, est-ce que les critères sont présents dans tous les dossiers médicaux? Est-ce que l'évaluation des patients en termes de périmètre de marche ou de perméabilité sont présents dans tous les dossiers? C'est le problème des études rétrospectives, malheureusement. Donc, concernant les résultats, on a pu inclure 372 patients. Et déjà, on voit que 2 tiers des patients vont être classés comme ayant une prise en charge qui est appropriée par rapport aux AUC et 1 tiers comme ayant une prise en charge inappropriée. Inapproprié, ça veut dire qu'ils n'auraient pas dû être opérés? C'est ça. Ou qu'ils ne le sont pas de la bonne manière. Et par rapport aux caractéristiques des groupes, alors on n'a pas forcément d'explication à ces différences-là, mais on peut voir déjà qu'il y a une différence en termes de technicité chez les patients qui sont donc classés dans la catégorie le bénéfice est supérieur au risque. Il y a plus de caucasiens, alors qu'il y a plus de patients noirs ou hispaniques dans la catégorie prise en charge inappropriée. Également, bon, on voit qu'il y a, alors ça, on s'y attend un peu,
En termes de traitement médical optimal, il y en a plus chez ceux où la prise en charge est bénéfique. Et également par rapport à l'activité physique avant la revascularisation. Ensuite, on voit, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que ceux qui ont une limitation de leur qualité de vie qui est plus sévère, font partie du groupe bénéfice supérieur au risque. Mais en fait, ça, globalement, c'est ce qu'on appelle les AUC. Dans leurs critères, ce qui a été établi par la Société de chirurgie vasculaire, c'est qu'en fait, il vaut mieux aller revasculariser des patients s'ils ont une qualité de vie qui est plus limitée. Ensuite, donc, tous ces patients-là n'ont pas été revascularisés. Donc, parmi les 372 patients inclus, 231 vont avoir une revascularisation. Et là, on voit que 45% finalement ont une prise en charge appropriée et plus de la moitié, 55%, vont avoir une prise en charge qui est inappropriée, encore une fois par rapport à ces AUC. Comment on explique cette modification justement par rapport à... C'est qu'on traite trop de patients, qu'on revascularise trop de patients finalement. Puisqu'on voit vraiment que il y a 127 patients qui sont dans le groupe risque supérieur au bénéfice et c'était le cas aussi. Ensuite, si on s'intéresse à la localisation anatomique des lésions, on voit que c'est vraiment principalement un tiers des patients sont représentés par des lésions fémoropoplitées. Donc, c'est vraiment majoritairement des lésions qui sont fémoropoplitées. Et ça représente de façon assez disproportionnée les lésions qui sont dans la catégorie prise en charge inappropriée. Ensuite, bon, ça, on s'y attend quasiment par définition. Quand un patient est claudiquant, on n'est pas censé revasculariser en infrapoplité. Donc, il y a seulement 8 patients chez qui on a revascularisé les artères tibiales. Et évidemment, ils sont tous dans le groupe prise en charge inappropriée. On pourra y revenir plus tard. Et concernant le type de chirurgie, alors c'est principalement de la chirurgie endovasculaire. Lorsqu'on parle de l'artère fémorale commune, en fait, c'est forcément la chirurgie ouverte. Ça fait partie des guidelines. Ensuite, les résultats. Donc ça, c'est ce qu'on disait un petit peu avant. Si on fait un suivi sur 2 ans concernant l'intervention chirurgicale, c'est dans le groupe qui ont une prise en charge inappropriée par rapport aux AUC vont avoir beaucoup plus d'interventions chirurgicales. Alors que ça revient à ce qu'on a dit, hein, globalement, on opère un peu trop de patients. Et ensuite, parmi ceux qui ont une prise en charge chirurgicale, ceux qui ont été classés comme ayant une prise en charge inadaptée vont avoir finalement plus de récidives de symptômes après intervention et vont avoir plus de réinterventions chirurgicales. Et également, la médiane de temps entre les réinterventions ou la récidive des symptômes est plus courte chez ces groupes-là. Si on s'intéresse également à un autre facteur qui est les amputations, donc il y a quand même certains patients qui ont eu des amputations majeures ou mineures. Et parmi les patients qui avaient une limitation de leur qualité de vie qui était finalement pas si sévère que ça, qui était légère ou modérée, chez les patients qui étaient classés comme ayant une prise en charge appropriée, aucun n'avait d'amputation au bout de 2 ans, alors qu'on avait 15 dans le groupe évalué comme prise en charge inappropriée. Donc voilà, on peut en conclure qu'il y a quand même des conséquences qui sont évitables si on ne fait pas attention aux critères. Donc, concernant la discussion, ce qui ressort vraiment de cette étude, c'est que finalement, dans cette étude, un tiers des patients qui ont consulté un chirurgien vasculaire vont avoir une prise en charge, sont traités de manière inappropriée aux AUC, et plus de la moitié des patients revascularisés le sont en discordance avec ces AUC. Ces patients qui sont pris en charge donc, de manière appropriée ont moins de récidives de symptômes et moins de réinterventions. Les patients traités en discordance avec les AUC subissent des amputations qui sont évitables.
Les lésions aortoiliaques donc, sont majoritairement traitées par procédure avasculaire et sont globalement plutôt bien tolérées. Il y a un bon suivi par la suite. Les lésions fémorales superficielles, en revanche, sont les plus fréquentes et représentent près de la moitié des prises en charge qui sont considérées comme inappropriées. Donc, c'est des lésions qui, suite à la revascularisation, ont une durabilité sont un peu limitées. Il y a de la rosténose, il y a beaucoup de récidives de symptômes. Et les lésions fémorales communes sont prises en charge de façon adaptée par chirurgie ouverte. Donc, évidemment, c'est ce que vous disiez, les limites de cette étude, c'est que c'est une étude qui est rétrospective. C'est des collectes de données sur des dossiers médicaux. Il y a peut-être des données manquantes. Il y a certainement aussi un peu de données qui sont mal classées. Voilà. Il y a des erreurs dans les dossiers. Il y a certains patients qui ont certainement eu des symptômes ou qui ont eu des nouvelles interventions qui sont allées dans d'autres centres. Donc, voilà. Et puis, la taille de la population n'était pas très importante. Ce qu'on peut en conclure, donc, c'est que plus de la moitié de ces patients revascularisés ne respectaient pas les AUC, principalement les lésions fémoro-poplitées et les patients qui avaient une qualité de vie qui n'était pas si affectée que ça. Ils présentent plus de complications. Donc, cette étude va valider ces AUC et finalement, ces AUC peuvent nous aider dans la pratique clinique pour éviter des risques inutiles dans la claudication chez les patients à haut niveau. Si vous voulez, je vous parle un peu plus des AUC. C'est vraiment, en fait, c'est un algorithme de décision. C'est ce qu'on fait globalement dans notre pratique clinique actuelle. On évalue un patient, on regarde la sévérité de ses symptômes, quelle est la limitation de l'impact sur sa qualité de vie, est-ce que le traitement médical a déjà été fait, est-ce qu'il y a eu des exercices physiques, où se situe la lésion et quel est le risque opératoire, et ensuite on les classifie. Donc c'est ça. Voilà. Alors, ça se fait comment ce classement? Parce que là, c'est juste Ouais. des items, Alors, par rapport à donc, l'article qui présente ces AUC, ils ont utilisé. J'essaie de comprendre, mais en gros, ils ont sélectionné des experts et ils sont aidés de la revue de la littérature et ils ont créé plus de 2000 scénarios différents avec est-ce que le patient euh, quel est le périmètre de marche du patient, quel est son risque opératoire, enfin, voilà, il y a plus de 2000 scénarios. Et ensuite, le panel d'experts va noter chaque situation de 1 à 9, en disant 1, oui, faut l'opérer, le bénéfice est supérieur au risque, à 9, non, le risque est vraiment supérieur au bénéfice. Donc, ils donnent tous une note. Ensuite, ils vont discuter en groupe pour arriver à un consensus, ou donner une nouvelle note. Et là, on arrive à chaque situation qui. Donc, c'est comme ça que les 300 et quelques dossiers ont été regardés. Ouais. Bientôt, il y a plus de consultation. Il faudra juste mettre le patient devant l'ordinateur pour savoir s'il doit être opéré ou pas. Ça. Des commentaires là-dessus? Sur la communication, d'ailleurs. Du coup, dans les analyses, ils ont mis indéterminé avec. Oui, parce que par manque il n'y avait pas assez de données en fait. Ils étaient obligés de les classer, de les mettre ensemble pour avoir des résultats. Les indéterminés, étaient avec quel groupe? Je ne l'ai pas dit, mais hop, ils ont comparé, voilà, ils ont comparé le groupe risque supérieur au bénéfice avec bénéfice supérieur au risque ou indéterminé. Et pourtant, il y a que deux courbes. Il n'y en a pas trois. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Ils ont poolé ces données-là. À bénéfice indéterminé. Ah oui, bénéfice supérieur au risque et indéterminé ensemble. Ouais. Ouais. Oui. Donc, Et de conclure à la validation sur une étude rétrospective, comme ça, c'est un peu raide hein, quand même. Hein. Ok. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a quand même une question sur les claudicants, hein. C'est sûr. Hein. Au moins, il faudrait qu'on ait un score. Plus fort. Ou il faudrait qu'on ait un score. Ou alors, est-ce que faire des stades de programmation, ça permettrait d'être plus précis sur les indications ou... Je dis c'est trop tard, ça, de programmation. Là. Oui. C'est programmé. Mais Voilà, c'est ça qu'on peut avoir plus de complications chez les patients qui avaient initialement une qualité de vie moins
Bah, C'est bah, vrai. parce Cette que parité qui est déjà tellement installée que si tu, notamment dans l'axe fémoropropriété, Ouais, c'est une combat, ouais, et ça, ou si enfin, l'occlusion de la vascularisation toute fraîche peut être mise en défaut par la collatéralité. Oui, il y a une différence significative. Je comprends qu'il y en ait pour certains patients, mais que ce soit carrément tous ceux qui sont. Ah ouais, ok. Toujours la bonne indication. Et notamment sur l'axe fémoropropriété, Yann, je sais ce que tu en penses. En fait, l'indication, elle est majoritairement basée sur le périmètre de marche. Mm. L'exemple que je donne toujours, quand tu es à l'EHPAD et tu as un périmètre de marche de 50 mètres, c'est largement suffisant. Quand tu as 55 ans, tu es VRP, tu dois garer ta bagnole et que tu as un périmètre de marche de 300 mètres, tu es quand même emmerdé dans la vie de tous les jours. Voilà. Et puis après, vient de se rajouter la localisation de la lésion, si c'est orthine, fémoral commun, fémorité ou jambier. Et on sait très bien que, par exemple, il y a un gradient, c'est-à-dire que l'iliaque, on ne va pas se poser de questions, et jambier, on ne va pas le faire. Et puis entre les deux, effectivement, il y a des tâches fémoralité avec des lésions plus ou moins complexes, plus ou moins longues, des autres entrées plus ou moins importantes. Donc je pense que dans leur histoire de classification, c'est ce qu'ils ont dû essayer de résumer. Mais je dirais que c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a une discussion comme pendant la consultation avec le patient sur ses expectations, enfin sur les gens qui préfèrent rester le cul sur un canapé toute la journée et qui cherchent pas, et qui pourtant ont une application, mais ça les intéresse pas de marcher. Et chez d'autres, pour qui c'est vital de sortir, et même à des âges très avancés. Donc d'essayer de résumer tout ça, le bénéfice-risque, ça fait un peu peur, quoi. Et on sait Mais pas après, quel était l'accès aux exercices supervisés. Non. Donc, Si on sait effectivement, si tu as un programme de rééducation par la marche qui est super facile à avoir, là, tu auras plus tendance à les envoyer vers ces programmes. Si effectivement, il faut faire 300 km pour être rééduqué, tu vas le faire. Tu as le 7. Ça, c'est un très bon point. Deuxième point, en admettant que on arrive à avoir une bonne rééducation en marche pour tous les patients, ce qui n'est pas le cas, hein, en tout cas en France. Après, c'est la qualité de vie. Finalement, qu'on ne mesure pas, comme on peut mesurer par exemple le périmètre de marche en consultation. Ça, je pense qu'on effectivement n'est pas bon là-dessus. Et puis ensuite, la qualité de vie d'un patient américain n'est pas la même que la qualité de vie d'un patient français. On sait très bien que les questionnaires de qualité de vie, par exemple, il faut les valider en fonction du pays. Parce que c'est pas exactement la même chose. Donc, je pense pas que ça puisse s'appliquer, enfin, dans ces conditions-là également, en tout cas à l'Europe, cette chose-là. Mais voilà, on voit bien qu'en tout cas que c'est un sujet qui monte, ça, ce qu'on appelle les PROM, Patient Related Outcomes. Et on l'a vu récemment avec des études et qui se pas deux, hein, où c'était le Vascucol qui était un questionnaire qui était vie, qui était très critiquable, mais malgré tout. Eux-mêmes, ils expliquent que ces AUC, c'est vraiment fait pour être discuté au cas par cas avec chaque patient. Et que, par exemple, là, quand on dit bah, les complications, c'est-à-dire, en fait, finalement, c'est récidive des symptômes, réintervention chirurgicale. Enfin, pour certains patients chez qui ils considèrent qu'il y a une réelle altération de la qualité de vie, c'est pas forcément un problème non plus. Si leur qualité de vie est améliorée sur l'espace d'un an et qu'après, ils doivent avoir une nouvelle intervention, c'est OK et c'est pas considéré comme étant un problème. Et en plus de ça, quand je me suis intéressée un peu plus à l'article de base donc, qui parlait de qui établissait ces AUC, il y avait globalement des scénarios classiques comme bah, oui, la lésion est aorto-iliaque, le patient n'a pas beaucoup de risques opératoires et il a une qualité de vie altérée de façon sévère, on l'opère. En revanche, si c'est fémoropopité, même si la qualité de vie est altérée de façon sévère, bah, là, on va discuter avec le patient. En fait, c'est ça. Alors, Et on avait quoi comme ratio open-endo dans l'étude? c'est beaucoup plus endo. C'est. Ah oui, bah, il n'y a pas tout un... Oui, il y a beaucoup plus d'endo partout. Ouais. Sauf en commune, ouais. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'évaluation de la qualité de vie du patient, quoi, qui est un point important. Pardon? L'endo probablement pousse à la surconsommation. Là, c'est juste un petit fait. C'est sûr. C'est sûr, oui, ça sous-estime la gravité de la maladie, bien sûr. C'est d'accord. Après, ce que je dis aussi, on fait le reproche à l'ambulatoire aussi de faire sous-estimer aux patients
le fait que c'est une maladie grave, bon, je trouve que c'est une remarque. Quand un patient vient faire son cancer de sa chimiothérapie en ambulatoire, il a bien compris que c'était une maladie grave. Donc, de dire que c'est la faute de l'endovasculaire ou du type de traitement que le patient ne comprenne pas que c'est une maladie grave, je pense qu'il y a aussi une responsabilité Il y a un biais chez Oui, c'est ça, il y a une responsabilité des praticiens. La chimie reviennent de manière régulière et c'est quelque chose de long. Chez nous aussi. Ils le savent pas. Ils le savent pas. Oui, c'est imaginaire collectif, mais nous, théoriquement, en tout cas, on leur dit pas, il est possible qu'à la terme, on vous en plus, enfin, sauf si c'est vraiment très grave, mais quand ils sont claudiquants, c'est pas la première chose qu'on leur dit. Il y a probablement une façon de communiquer qui est peut-être pas, enfin, en tout cas, on n'a pas le temps, ou, enfin, Et on a vu que dans l'évolution naturelle de la claudication, il y a très peu de gens qui finissent par être en esprit critique et amputés. après, pour revenir sur l'information, etc., on n'est pas quand même dans les mêmes conditions que les cancérologues par rapport à nos patients, hein, où il y a une atmosphère, où il y a des aides, où il y a des psychologues et des machins. Nous, on est quand même en première ligne et on n'est pas dans des conditions du plan en cancer. Hein. C'est pas, enfin, toi qui vois un petit peu comment ils sont pris en charge, nous, c'est quand même, patient, c'est un peu frontal comme prise en charge. Les impulsants pour l'instant qui voient un psychologue d'abord. Ouais, exactement. Très bien. Et moi, c'est un sujet très intéressant en tout cas, hein, et puis qui doit nous mettre un peu en perspective par rapport aux indications des interventions chez les codicors, me faire réfléchir par rapport à ça. Merci beaucoup.